Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien pour lequel une équipe vaillante, une notion tout à fait relative, oui, on est en pleine période de crève, ça marche sur tout le monde, constitue la bande originale fantasmée d'un invité tout en le faisant parler. Et au menu du jour, de la bande dessinée d'extrême qualité et de toute beauté. Parmi les œuvres de notre invité, Le singe de Hartlepool, sur un scénario de Wilfrid Lupano, en solo Max Winson, la saga de Grimre, qui lui a valu le Fauve d'Or à Angoulême en 2018, Le discours de la panthère, Les Pisli et aujourd'hui Alit, paru aux éditions 2042. Une splendeur tout simplement, et c'est pourtant une herpétophobe qui vous parle. Bonjour Jérémy Moreau. Bonjour. Alors si quelqu'un m'avait dit que je m'attacherais à un crapaud, il y avait zéro chance. Vraiment, c'est les batraciens, les serpents, c'est ma phobie. Donc sachez que vraiment c'est une mission tout à fait réussie. Oui, c'est bien le héros de ce livre. D'ailleurs, tu préfères qu'on dise quoi ? Bande dessinée ou roman graphique ? Oula, vaste débat. Bah ouais, je sais, mais franchement, j'ai pas de préférence. Parce que pour moi, bande dessinée reste très noble, mais je sais qu'il y a certains préfèrent roman graphique. J'aurais dit l'inverse. Aujourd'hui, le roman graphique a plus quelque chose de noble. C'est des ouvrages plus fournis avec plus de pages, qui s'adressent plus à une élite que la bande dessinée qui se retrouve plus dans les supermarchés. Mais bon, moi j'ai pas de préférence, mais en tout cas, on qualifie mon travail plus de roman graphique. De roman graphique que de bande dessinée. Ouais. Bon nombre des autrices et auteurs reçus ici parlent du caractère extrêmement solitaire de la conception d'une œuvre. Tu t'en accommodes comment ? Moi, ça me va très bien. Ouais. Je pense qu'on vient pas là par hasard, et donc ça me va très bien de vivre. Même, j'ai beaucoup travaillé en atelier, et en fait aujourd'hui, je travaille complètement seul. Je vais marcher, je travaille. Je vais marcher, je travaille. Tout ça vient de mon enfance, je crois. Ouais. Je suis arrivé à la bande dessinée par le concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême. D'Angoulême, ouais. Et dès cette enfance, en fait, la vie a été un peu construite sur deux mondes parallèles, la vie réelle et puis la création. Et l'un inspire l'autre. Et ça a toujours été cette espèce de chassé-croisé. Je partais les étés marcher avec mes parents, faire des randonnées. Je réfléchissais aux histoires. Et puis je rentrais à la maison et je travaillais. Mais alors, est-ce que de fait, c'est plaisant de venir en parler après ? Ça le devient. Dans ma jeunesse, c'était extrêmement difficile et j'avais pas du tout anticipé ça. Je pensais pas que ça faisait partie du métier d'auteur de bande dessinée, en fait, de devoir s'exprimer, de devoir justifier un petit peu son travail, de le promouvoir. Et ça a d'ailleurs donné lieu à des interviews catastrophiques à mes débuts. Et avec le temps, j'ai pris plaisir et puis voilà, j'ai pris conscience qu'il y avait aussi une représentation publique à donner une fois qu'on a rendu son travail de bande dessinée. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place occupe la musique dans ta vie de tous les jours ? Je l'écoute, quoi. La musique. Mais elle n'est pas ritualisée. C'est-à-dire, par exemple, tu n'écoutes pas de la musique pour travailler, pour aller marcher, est-ce qu'il y a une fonction particulière en tout cas ? Pour moi, c'est vraiment l'art de mettre dans un mood la musique. Ça va avec l'humeur. Et donc, je crois que mon exercice quotidien, c'est trouver la bonne musique pour mon humeur du jour. Et d'ailleurs, un philosophe que j'adore, Gilles Deleuze, parle souvent de ça. En fait, qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est arriver à... Il prend la métaphore du surfeur, c'est pas se prendre des vagues dans la figure tout le temps, c'est arriver à épouser la vague. Et il donne la métaphore de la musique. D'ailleurs, il dit arriver à trouver la bonne musique au bon moment, ça fait partie des raffinements de la vie. Préoccupation environnementale oblige pour démarrer cette émission. Jamiroquai, et cette question toujours sans réponse. When you gonna learn ? Le score sur Radio Nova. Jamiroquai sur Nova, When You Gonna Learn. Quand est-ce qu'on va apprendre ? Bon, apparemment, c'est pas gagné. Toujours en compagnie de Jérémy Moreau, et après le discours de la panthère, retour dans ton travail au monde des animaux, en l'occurrence le monde d'un petit crapaud. Alors, pour commencer, pourquoi ce batracien en particulier ? Alors du coup, donc, effectivement, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Le discours de la panthère. C'était ma première rencontre avec des personnages animaliers. C'était des histoires courtes à l'époque, et en fait, j'avais adoré ça.
C'est une bande dessinée que j'avais fait en plein confinement. Tous les humains étaient bien cachés chez eux. Les animaux reprenaient leur place, ou en tout cas conquéraient un peu les rues des villes. Et pour moi, c'était extrêmement apaisant, en fait, d'imaginer des histoires en me retirant tout le fardeau des affres humaines, en fait. Me dire, tiens, je vais faire une histoire pour un Bernard l'Ermite, je vais faire une histoire pour un buffle, je vais faire une histoire pour un oiseau migrateur. Et tout d'un coup, j'ai senti ce poids de, en fait, la culpabilité humaine qui va avec notre époque. Qu'est-ce que l'humain fait peser sur le monde ? Et tout d'un coup, c'était très agréable. Donc, j'avais envie de continuer de travailler comme ça avec les animaux. Et j'avais envie d'aller plus loin, pas seulement une histoire courte, mais faire une espèce de grande aventure avec un seul animal. Et très rapidement, je suis arrivé à l'amphibien parce que, en fait, ce qui me fascine chez l'amphibien, c'est que il a un peu toute l'histoire de l'évolution en lui. C'est-à-dire qu'il a la sortie des eaux, puis la vie terrestre. Et vraiment, ça me fascine de me dire... j'aime bien imaginer que je ne suis plus un être humain, que je suis un corps animal. Je nais tétard, dans ma forme la plus basique de l'être vivant, c'est-à-dire une espèce de cellule avec une petite queue nageoire qui me permet d'avancer. Je nais dans un environnement aquatique. Je passe toute mon enfance dans cet environnement aquatique à apprendre les codes de la vie dans une rivière. Et tout d'un coup, à l'âge adulte... Faut en changer. Je sors et je deviens terrestre, je découvre la gravité, je découvre une autre lumière, je découvre une vie complètement différente. Je trouve ça assez aberrant, en fait. Comment est-ce que, à un moment donné, en fait, on va passer à travers cette surface de l'eau pour aller dans un autre monde. Alors, Alit, puisque c'est le nom de ce héros crapaud, a ce site particulier, c'est que c'est un crapaud accoucheur, c'est bien ça ? Et que c'est le mâle qui porte les œufs. J'imagine que ça change aussi légèrement le point de vue. Voilà, donc après le deuxième affinement, le deuxième ajustement, j'ai découvert ce crapaud qui se trouvait emmener ses œufs dans la mare dans le village dans lequel j'habitais à ce moment-là. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, quoi. Je trouvais que c'était une métaphore parfaite de la vie, en fait. Faire son chemin, faire son voyage en transportant ses petits-enfants sur le dos. C'était aussi une époque où moi je baladais beaucoup ma fille en écharpe de portage, donc je me suis vraiment reconnu dans ce crapaud. Souvent on me demande si j'ai pas un problème à faire de l'anthropomorphisme. Mais ça n'est pas vraiment, je trouve. Si, ça me fait plaisir que. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est pas de l'anthropomorphisme façon Disney. Les humains sont absents. Enfin, il y a vraiment quelque chose de. C'est pas des caractéristiques humaines prêtées à des animaux. Ils ont une vie propre et leurs particularités. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je vois pas ça comme de l'anthropomorphisme en tout cas. C'est vraiment là que j'en suis arrivé. En fait, c'est un curseur, l'anthropomorphisme, et jusqu'où est-ce que on rend humain. Donc. Dans les Disney, surtout les derniers, genre Zootopia ou je sais pas quoi, en fait, mettre un iPhone dans la main d'un renard ou lui faire fumer une clope ou quoi, là on peut dire que c'est vraiment projeter des choses humaines qui ont rien à voir avec lui. Mais par contre, on peut trouver des points communs. Et là, je trouve que c'est intéressant. Du coup, effectivement, je le fais parler, mais ce que moi je reconnais en tant que père dans ce crapaud, c'est qu'on partage cette paternité en commun. Et ça, je trouve que ça fait des personnages intéressants. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Ce sera juste après la pub. Marvin Gaye sur Nova, Mercy, Mercy Me, The Ecology, un titre de 71. L'alarme de Jamiroquai précédemment écoutée date de 92. Mais qui aurait pu deviner la situation actuelle ? Je pose la question à Jérémy Moreau. Non, je plaisante, je ne demanderai pas d'analyse. Mais on est d'accord que Alit fait partie d'œuvres, je ne vais pas dire engagées, mais en tout cas préoccupées sur la question environnementale. Oui, pardon. Oui. Je pensais que tu faisais référence à l'actualité politique. On y reviendra parce qu'il y a quelques ponts également, mais bon. Mais en tout cas, juste pour un mot sur l'actualité politique, c'est que vraiment... j'ai l'impression que l'écologie, elle est loin derrière actuellement. En fait, évidemment, on a l'impression qu'il y a des menaces qui arrivent tellement au premier plan. Et du coup, pour moi, qui ai vraiment tourné mon travail vers l'écologie, parfois c'est compliqué au quotidien de me dire est-ce que je continue à raconter la vie naturelle, etc. Je crois qu'il faut.
Mais je crois qu'il faut aussi. Ouais. On parle donc d'Alit, ta nouvelle œuvre aux éditions 2042. Alit, le prénom de ce crapaud signifie qui ne peut être délié. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Qu'est-ce que tu y mets ? Pour moi, c'est la meilleure définition de l'écologie. Et c'est vraiment le livre est construit autour de ça. En fait, je déploie le monde naturel, entre guillemets. Le monde naturel au sens sans les humains. Vraiment ce dehors de la cité. C'est très reposant, je dois dire. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Justement, quand je leur dis mes doutes sur continuer à faire des histoires écologiques, ils me disent « Mais non, on a besoin de ça, continue. » Mais pour moi, c'est très important de ne pas présenter une nature enchanteresse et toute douce, ou comme le lieu qu'il faudrait retrouver absolument. En fait, c'est un lieu qui est aussi empreint de cruauté. C'est la définition que j'en fais dedans, c'est faire circuler les énergies. Ouais. C'est comme ça que je trouve explique le plus clairement les écologues quand ils veulent expliquer l'écologie aux enfants. En fait, il y a un spot, c'est le soleil, qui envoie l'énergie de base, et les végétaux mangent ces rayons de soleil. Ces végétaux sont mangés par des herbivores, ces herbivores sont mangés par des carnivores. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est juste une histoire de faire circuler cette énergie primordiale. Et donc la nature, en fait, c'est ce tissage, en fait, de manger et mangeant, de prédation, quoi. Et c'est ça qui produit un monde, en fait. C'est ça qui produit une forêt, ça qui produit tout ce qui a recouvert la terre, et qui, ce que j'appelle dans le livre la grande couverture. En fait, sinon il y aurait que de la roche volcanique. Et là, tout d'un coup, on a cette espèce de monde, de jardin d'Éden, entre guillemets. Mais alors justement, cette représentation de la nature, dans ce qu'elle peut avoir de cruel et de violent, est-ce que ce sont des scènes particulières à dessiner, à appréhender ? Je vais rien spoiler, mais on peut déjà dire que le livre s'ouvre sur une scène qui moi, m'a glacée, qui est d'une violence inouïe, en fait. Oui, alors moi, moi, je suis le dramaturge, entre guillemets. Bien sûr. Du coup, j'ai besoin de coups d'éclat comme ça. Ouais. J'ai besoin d'accidents, j'ai besoin qu'il y ait des drames. Si tu me permets, je raconte. En fait, c'est un crapaud qui porte ses petits, qui doit traverser une route, qui est donc le danger imminent, et qui se fait écraser et qui va finir par aller mourir dans l'eau. Ouais. Mais... Pardon, dit comme ça. Mais qui se hisse à la force de ses bien bras. Sûr. Non, c'est beaucoup plus long que ça. Il y a quelque chose à la fois de très beau, mais aussi de très cruel. Oui. Moi, je le vois d'un point de vue de metteur en scène, de créateur d'histoire. Bien sûr. Donc, il faut du drame pour créer de la dramaturgie. Après, moi, en voiture, j'en ai écrasé plein. Mais je pense que malheureusement, c'est arrivé à beaucoup de gens. Oui, des crapauds comme des hérissons, comme tous les animaux qui traversent. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de changer le point de vue, quoi. Ouais. On va placer la petite caméra subjective à hauteur de ce crapaud. Et c'est vrai que, en fait, c'est un livre qui a un côté doux et un côté hyper violent, parce qu'en fait, mon héros va aller de crimes, de personnages qui meurent en personnages qui meurent. Et puis malheureusement, je vois, il trouve un mentor, et ce mentor perd la vie d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui fait partie d'un cycle global, mais en dramaturgie, ce qui est intéressant, c'est que lui, ça lui fait se dire que c'est lui qui porte malheur, en réalité. Ce qui n'est pas le cas. Oui, il se dit qu'il porte malheur. Il se demande aussi quel est le sens d'un monde dans lequel on meurt comme ça. Et en fait, c'est ce qui va motiver son inextinguible soif de vie finale, en fait, parce que c'est ça, tout son... Dans ce monde qui a l'air sans sens, il a envie de, plus que tout, emmener ses œufs à sa mare. C'est un objectif très très simple. Ouais. Sauf que pour faire ça, il va devoir surpasser ce que son père n'a pas réussi à faire, traverser cette route à laquelle j'ai donné un nom spécial. C'est les animaux eux-mêmes qui la nomment, et voilà, l'étalite. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale. On écoute Arrested Development, Tennessee. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Arrested Development, Tennessee, est-ce que ça fait partie des titres que pourrait écouter Jérémy Moreau en travaillant, par exemple, ou en marchant, ou en devisant, je ne sais trop,
Pas trop, non. C'est quoi? Moi, j'ai pas une culture musicale de folie. C'est un peu pop-rock. Ouais, c'est plus hip-hop de certaines années, il y a certaines années, d'un certain nombre d'années. Ouais, hip-hop, ça peut. Ouais. Surtout US. Même si je découvre un peu le rap français aujourd'hui. Pendant très longtemps, c'était impossible d'écouter quelque chose chanté en français. Ouais. Et j'ai passé ce cap. Et maintenant, même l'autotune, j'aime bien. On parle aujourd'hui d'Alit, ton nouveau livre aux éditions 2042. En quoi est-ce que la philosophie a été une inspiration pour Alit ? Je crois que c'est une inspiration assez fréquente dans ton travail. Oui. C'est une inspiration globale pour tout. Franchement, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. C'est la philosophie, elle m'aide dans la vie à comprendre ce qui m'arrive, Quand j'étais petit, j'étais vraiment à regarder le ciel étoilé, me dire à quoi tout ça rime. Et j'ai l'impression de toujours essayer de digérer ces choses-là. Ouais. Et j'ai eu un professeur de philosophie fantastique en terminale qui terminait toutes nos dissertations par Spinoza. Donc il m'a donné le goût de Spinoza. Et puis ensuite, j'ai écouté des choses seul, j'ai écouté tous les cours de la Sorbonne de Deleuze. Et aujourd'hui, je me considère entre guillemets deleuzien. Ouais. Je vois tout un peu comme si on était des grosses cellules avec des fonctions très basiques. Ouais. On doit s'alimenter, on doit faire rentrer le monde en nous pour se transformer, puis le changer à notre tour. Et voilà, je vois les choses comme ça en concept un peu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Alit. Pour moi, c'est vraiment la confrontation entre le monde de la nature, qui est ce tissage dont je parlais, ouais. Et qui va se retrouver confronté à cette droite, comme une lame, qui est la route, qui est en fait le délire progressif, enfin pas progressif, mais du progrès de la modernité humaine, qui s'imagine des infinis, en fait, qui s'imagine pouvoir s'affranchir de toutes les ressources planétaires qui... Enfin, pour moi, on vit encore là-dedans. Ouais. Elon Musk et compagnie, c'est toujours ce rêve de s'affranchir de toutes les injonctions corporelles. Et on va dépasser la mort, on va dépasser la subsistance, on va dépasser tous les problèmes. Et en fait, tout ça est réuni dans cette route. En fait, ouais. C'est cette idée qu'il y a un point de fuite infini. Et en fait, ce point de fuite infini n'existe pas. Et c'est ce que disent certains philosophes que j'aime beaucoup, genre Bruno Latour, Baptiste Morisot. C'est en fait cette perspective d'infini, elle se recourbe sur la Terre, ouais. Aujourd'hui, à l'heure de la crise écologique. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on retrouve dans ton travail, et notamment dans Alit, des planches plus abstraites, comme des sortes de visions, en fait, qui arrivent comme ça au milieu d'un récit très concret ? Ouais, et c'est quelque chose que j'ai dans un peu tous mes livres depuis le début, enfin depuis Max Winson, dans Grimm. J'ai vraiment envie de transmettre des sensations. Ouais. Quand voilà, je développe un personnage et puis à un moment donné, j'ai envie d'exacerber une sensation très forte. Par exemple, dans Les Pisli, c'est un chauffeur Uber. En fait, à force d'utiliser le GPS, il perd le sens de l'orientation. Ouais. Et donc là, j'ai trouvé cette image où en fait, il flotte dans le ciel. Et il a perdu terre, en fait, il est hors sol. Et bon, quand je trouve une image comme ça qui remplace beaucoup de discours, je suis très content parce que j'estime que c'est mon boulot ouais. En tant qu'artiste de trouver des images qui permettent de penser le monde et qui permettent de remplacer des discours. Parce que moi, je lis de la philo, mais je ne suis pas philosophe. Donc il faut que ça passe par moi, mon canal qui est esthétique. Alors un canal esthétique qui, pour parler d'écologie, ne privilégie pas le vert. Tout à fait. Non, il y a un parti pris, parfois avec des touches de fluo. Je ne sais pas si on peut le définir comme ça, mais c'est très coloré, mais pas vert en fait. C'est pas les codes couleurs qu'on applique généralement à ce sujet. Ça va en plein dans ma recherche esthétique. Et c'est marrant parce que j'ai eu une cartographe en dédicace et qui me disait, c'est marrant parce que les questions que tu te poses artistiquement, on se pose les mêmes en cartographie. Aujourd'hui, on essaie de dépasser les clichés. Pourquoi faire toujours les espaces verts? Pourquoi faire la mer bleue? Et en fait, tout ça, c'est aussi invisibilisant. En fait, pourquoi est-ce que dès lors qu'on a une ville, on a plein de codes extrêmement précis pour faire parler la carte? Et dès que c'est un espace vert, en fait, on va faire un aplat qui invisibilise tout.
Et en fait, non, un espace vert, c'est des forces, c'est des déplacements de terrain, c'est des populations animales. Et donc, elle disait, on est justement en train de réfléchir à créer des nouvelles nomenclatures. Et moi, j'applique ça aussi. Je me dis, pourquoi utiliser du vert cacadois pour faire... c'est un truc qui m'agace notamment dans les assos écolos. C'est toujours le logo, il est toujours vert ou marron. Et en fait, c'est un truc que je dis souvent, mais moi, j'ai envie que l'écologie, ça puisse être pop, ça puisse donner envie, ça puisse être hype, et que ça donne envie d'y aller. Et si on... Souvent, je me dis, mais pourquoi les rappeurs ne parlent pas de crapauds ? Il y a un truc comme ça, le monde de la hype, les Oscars, les Grammy Awards, etc. Le monde naturel est très fortement exclu de tout ce milieu qui est très, très urbain, en fait. Alors, cette culture urbaine. Liaison parfaite, pour rendre hommage à Alit, le crapaud, on écoute Polo et Pan avec Nénuphar. Le score sur Radio Nova. Polo et Pan sur Nova avec Nénuphar, qui apparemment fait partie des playlists de Jérémy Moreau. Donc j'en suis ravie. Voilà. Ça fonctionne. Belle réussite. Là, pour le coup, j'ai vraiment été très littéral. Un crapaud, Nénuphar, on y va tout droit, quoi. C'était vraiment... Oui, mais après, je regarde pas toujours le titre des chansons. Je voulais te demander, est-ce que c'est vrai que tu étais un enfant qui était intimidé par les romans ? Oui. T'as trouvé ça où ? J'ai cherché. Ouais, complètement. C'était un peu le... Alors, mon frère avait 8 ans de plus que moi. C'était un peu mon dieu. Donc, il faisait tout merveilleusement. Il avait un groupe de musique. Il faisait du dessin. Il avait fait le concours de la BD scolaire avant moi. Et notamment, il s'enfermait dans sa chambre et dévorait des romans de centaines et centaines de pages. Et moi, ça m'endormait tout le temps. Ouais. Je me souviens, mes parents qui m'avaient mis un Agatha Christie. Et vraiment, j'ai jamais pu dépasser les 10 pages. Et puis, petit à petit, j'ai quand même fait L. Fait un cursus L. Et j'ai un très bon souvenir de ma terminale et des 4 romans. Parce que du coup, en terminale... Ouais, on a... Ah, t'as fait L aussi ? J'ai fait L, tout à fait. J'aimais bien ce truc de, OK, on a une année et on va rentrer de fond en comble dans ces 4 romans. Et il y avait notamment Kafka, le procès de Kafka, ça j'aimais bien, du coup on compare avec le film. Et puis, il y avait Perceval, je me souviens plus les autres, mais petit à petit j'y suis venu, mais encore aujourd'hui, en fait, je lis beaucoup plus des essais. Je sais pas pourquoi, mais ça a développé autre chose, de fait, j'imagine, qui a influé sur ton travail. Je crois imaginaire différent, en tout cas. Ouais, il y a une chose aussi, c'est le roman, en fait, j'ai l'impression que c'est déjà de la matière transformée. Et moi, en tant qu'auteur, j'ai besoin d'une matière libre de droit, entre guillemets. Ouais. Donc, des récits, des bouquins d'historiens, des bouquins de scientifiques, d'anthropologues, etc. J'ai l'impression que c'est plus de la matière où j'ai le droit d'aller piocher pour mes histoires. Et alors que le roman, en fait, si je vais piocher des choses dedans, j'ai un peu l'impression de piquer dans l'assiette du voisin, quoi. La préoccupation environnementale, elle a été là très tôt dans ton travail, parce que si je ne m'abuse, ce prix de la bande dessinée scolaire du Festival international de la BD d'Angoulême, obtenu en 2005, c'était l'histoire d'une poubelle qui était fatiguée de ramasser les déchets. Non, ça vraiment, c'était ma toute première, j'étais en CE2. Hop. C'était pas en 2005. Ah bon, ok, c'est pas pour ça que t'as été primé, alors. Mais oui, c'est vrai que c'est assez marrant aujourd'hui. Alors après, c'était exactement tout ce que je ne veux pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire... Trop moralisateur, tu veux dire ? Faire une petite morale avec on tape sur les doigts du lecteur à la fin. Ah, vraiment, tu es un mauvais citoyen, hein, t'as jeté ta peau de banane par terre. C'est... Aujourd'hui, T'éveilles les consciences différemment, en tout cas. Oui, et c'est devenu un peu un espèce de cri, de manifeste aujourd'hui, parce que je dirige aussi une collection de livres jeunesse. La collection Ronce, c'est ça ? Collection Ronce. Albin Michel ? Chez Albin Michel. Et du coup, pour la ligne éditoriale, j'ai un peu écrit un espèce de petit manifeste, et c'était, à la base, je veux que mes histoires parlent de l'anthropocène, du changement climatique, de ces grandes choses aux enfants, mais en étant ni moralisatrice, ni culpabilisateur, Oui, pour moi ça va avec, et ni didactique, parce que ça, à mon sens, ça commence à être assez répandu déjà dans les librairies, et c'est super, sur l'intelligence des arbres, sur le rôle des champignons, il y a plein de choses comme ça, mais qui viennent plus d'un canal scientifique et qui donnent lieu à des livres où on t'explique comment ça marche.
Mais moi, mon cheval de bataille, c'est créer des nouveaux contes, des nouvelles histoires qui prennent en charge ce problème-là. Ça tombe bien qu'on vienne de parler de morale, puisque c'est le moment où je vais dire petite coupure pub. On se retrouve juste après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Jérémy Moreau, auteur de bande dessinée, de romans graphiques, directeur de collection également. Et il y a une voix que je voulais te faire entendre aujourd'hui. On dessine pour soi. Le gag, c'est d'abord se faire plaisir, on se fait une farce à soi-même en trouvant un gag. Alors, moi, j'ai toujours pensé beaucoup à mon public tout de même, parce que le public, mon public, c'est moi. À l'époque où j'étais simplement lecteur de bande dessinée, et je dessine pour ce gamin-là. Je dessine pour ce gamin que j'ai été. Bon. Et le plaisir de dessiner est très bien, mais on dessine tout de même pour être vu. On dessine pour essayer de plaire. Chacun a sa façon de réussir à plaire d'une façon ou d'une autre, mais il faut... c'est fait pour être vu, c'est fait pour être lu, et en le faisant, on pense à l'impression de celui qui va lire. Une archive de Franquin. Moi, j'aime bien ce qu'il raconte sur l'idée de dessiner pour l'enfant qu'on a été, tout en intégrant la donnée qu'on dessine aussi pour d'autres. Est-ce que c'est une vision à laquelle tu souscris ? Eh ben, c'est marrant, c'est un truc qui me rattrape aujourd'hui, mais je crois à travers ma fille. Mais jusqu'ici, justement, en fait, le fait de faire des romans graphiques, non, j'ai plutôt dessiné pour des gens de mon âge, adultes. Justement, toutes ces préoccupations écologiques, j'ai plus envie d'aller faire un câlin quelque part, un câlin littéraire ou artistique aux gens de mon âge et qui vivent les mêmes préoccupations. Mais actuellement, je suis en train de faire une BD jeunesse. Tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qui ressemble le plus à du Franquin que j'ai pu lire quand j'étais petit. Les idées noires surtout, c'est ça ? Alors les idées noires, j'adorais. Ça, c'était mon côté un peu philosophe, cynique. Et... Déjà enfant ? Ouais. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, je me posais des questions sur le sens du monde et ça me parlait beaucoup. Ça me parlait plus que les autres BD. Et vraiment, je les recopiais et tout. Je me souviens de trucs. Je me souviens d'une planche des idées noires où il y a un type qui est affamé. Il marche depuis des heures dans la nature et il aperçoit des petites lumières. Et il se dit « Ah, ça y est, j'arrive à la ville !» Et en fait, c'est les yeux des loups qui l'accueillent. Et plein d'idées comme ça. J'étais là, mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de faire une BD de 56 pages qui ressemble à du Dupuis de l'époque. Et ça me plaît énormément, en fait. C'est beaucoup plus simple. Je laisse de côté toutes les aspirations élitistes, on va dire. Mais qui ne devraient pas l'être, ceci étant, aspiration élitiste. Non, en plus, je pense que dans mon travail, j'essaie toujours que la philosophie que j'essaie de faire passer soit extrêmement accessible. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire qu'un livre qui serait hermétique et dont le message ne transparaîtrait pas. Mais voilà, là, j'ai énormément de plaisir. J'essaie de faire quelque chose de fun, de très plaisant à lire. Et pour un public, en fait, vraiment, mon objectif, c'est les cours de récré. Ouais. Et je trouve que c'est assez chouette parce que du coup, c'est plus. En fait, c'est né d'une frustration dans la collection Ronce où j'avais l'impression que les livres, les albums jeunesse qu'on produit avec cette collection arrivaient plutôt dans les mains des parents entre guillemets bobos qui se déplacent en librairie, qui font l'effort d'aller voir le libraire, etc. Et j'avais une frustration, je vois ma fille, je vois tous ses copains à l'école, tous ces cours de récré qui parlent de Mortel Adèle. Et je sais que vous avez reçu le papa de Lou. Oui, bien sûr, Julien Nil. Julien Nil. Et en fait, tout d'un coup, j'étais là, mais j'aimerais bien élargir ce cercle, parler quand même d'écologie, mais avec des pouvoirs, en utilisant des outils que je n'avais pas forcément utilisés jusque-là. Et pour toucher tout le monde, quoi, pour aller au plus large. Donc on verra. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, en ce moment, l'idée des animaux qui se rebiffent est une thématique qui revient. Enfin, moi, je sais qu'on a reçu ici Sandrine Deloffre pour La Révolte sans précédent, qu'elle co-signe avec Guillaume Meurice,
Ou pareil, il y a une potentialité de ça suffit, on en a marre. Alors c'est traité très différemment, c'est un mode beaucoup plus comédie, mais c'est une idée qui germe. Bah oui, forcément, c'est dans l'air du temps. Ouais. Moi, je l'ai vu arriver aussi. Et il y a des porte-paroles de ça, par exemple la Belge Vinciane Després, qui en parle merveilleusement bien, Baptiste Morisot aussi. Enfin, en fait, c'est des gens qui faisaient des essais qui étaient lus par 3 personnes à une époque et qui aujourd'hui se retrouvent cités dans les repas de famille de tout un chacun. Donc il y a vraiment une ouverture de la prise de conscience animale, écologique. Et c'est normal que ça se répercute dans nos histoires, je pense. Dernier titre choisi par mes soins, avant de te laisser le soin à toi de choisir quelques titres dans les playlists de Nova. On termine avec Björk et Bachelorette. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall out. Fuck it hell. Björk sur Nova avec Bachelorette, toujours en compagnie de Jérémy Moreau, venu nous présenter Alit, sa dernière publication aux éditions 2042. Et vient le moment que redoutent souvent les invités, et auquel je prends évidemment énormément de plaisir car je suis complètement sadique. C'est un petit questionnaire, une rafale de questions sur la musique. Il faut que tu répondes du tac au tac. Je ne peux pas revenir sur tes réponses. Est-ce que tu es prêt ? Okay, j'ai l'impression que la réponse est non, mais on va y aller quand même. Il faut savoir qu'au collège, les gens m'appelaient Deux de Tense. Donc, ouais. Je vais essayer d'être du tac au tac. Mais... On va s'en accommoder. Allez, c'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? Alors, j'ai envie de penser au trajet en voiture en vacances et ma mère qui met tout le temps Pierre Bachelet. Elle est d'ailleurs. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence ? Smell Like Teen Spirit, que mon frère jouait, évidemment, mon frère trop classe sur scène, et moi qui danse. Tu faisais du Nirvana. Wow, quelle classe. Ton hit de karaoké ? Si toutefois tu chantes en karaoké, sinon hit de douche, on s'en contentera. Ça sera du Brassens, Les Passantes. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists ? Actuellement plein, mais je rejette toute la faute sur ma fille. Maître Gims, Est-ce que tu m'aimes ? Il ne faut pas partager les comptes avec les enfants. Ça pourrit les classements de fin d'année. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse ? Billie Jean. Ah ouais, on est sur du niveau, quoi. Petit moonwalk. Je rentre en moonwalk. Et ce qui t'en fait sortir de la piste de danse ? Non, mais je rigole. La non-maîtrise du moonwalk. En fait, jamais je monte sur la piste de danse. Donc, Très bien. Ta chanson de comédie musicale préférée ? En fait, désolé, mais en ce moment, je passe beaucoup de temps avec ma fille. Du coup, on écoute beaucoup de Vaiana, là. Ah oui, bien sûr, Le Bleu du Ciel. Le Bleu du Ciel, entre autres. Évidemment. Ouais. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Ces derniers jours, j'écoute beaucoup le dernier album de The Weeknd. Très bien. Et la chanson dont tu as un mal de chien de débarrasser une fois que tu l'as en tête ? C'est Vaiana encore. Ouais, le Bleu du Ciel. Ça, c'est de toute façon, rien que d'en parler, je sais que je prends pour toute la soirée. Voilà. Formalité largement accomplie et en toute facilité. Je rappelle donc que Alit est paru aux éditions 2042. C'est donc le livre de Jérémy Moreau qui est fortement recommandé, recommandable, ainsi que l'ensemble de ton œuvre. Voilà, je le dis parce que je le pense, c'est pas parce que tu es là. Et on t'a confié une dernière mission, c'est-à-dire choisir la playlist de la demi-heure qui vient. Et pour démarrer, tu as choisi Nicolas Jarre. Pourquoi lui ? Je sais pas, parce que quand on me demande vite quelque chose, c'est le nom le plus stylé qui me vient, très bien. Le plus assumable. Et d'ailleurs, j'avais écouté à un moment donné, je sais pas, c'est DJ 7 là. Ouais. Et je me sens qu'il y a une chanson, on dirait qu'il y a des espèces de crapauds là. Voilà, on y revient. Et c'était très très stylé. Et ça, j'écoutais pendant que je faisais Alit. Et on écoute Mi Mourer. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. R sur Nova Sexy Boy pour clore le score, un score consacré à Jérémy Moreau. Merci encore d'être passé par ce studio. Et merci beaucoup, super sympa. Ah non, c'est toi, super sympa. Il est 20h, il est grand temps de retrouver le Nova Club et David Blo. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.